Salut tout le monde, c'est Dr Soirée Mamadou et aujourd'hui je vais vous parler du système endocrinien et d'abord on va parler de la physiologie normale du système endocrinien et ensuite on va parler, n'est-ce pas, de la pathologie. Alors comme organes au niveau du système endocrinien, nous avons les pituitary glands ou encore l'hypophyse, nous avons aussi la glande pinéale ou encore l'épiphyse, nous avons l'hypothalamus, nous avons le pancréas, nous avons le thymus, nous avons la rate et qu'est-ce que je disais? Nous avons le pancréas, nous avons le thymus, nous n'avons pas la rate ici, mais nous avons la glande surrénale et aussi nous avons d'autres organes qui ne sont pas connus être organes du système endocrinien, mais c'est des organes quand même qui participent, n'est-ce pas, à la fonction endocrine d'une autre manière et on va vous montrer ça. Et quelle est la fonction même principale? Nous avons l'ovaire et les testicules aussi qui font partie du système endocrinien, même s'ils font partie aussi du système exocrine aussi. Mais quelles sont les fonctions principales? On avait dit que la fonction principale du système endocrinien, c'est surtout la production des hormones et aussi la communication interne. Et si vous vous rappelez, il n'y a que deux systèmes qui participent à la communication interne. Nous avons le système système nerveux à travers la production des influx électriques, n'est-ce pas, qui sont les plus rapides, mais aussi nous avons le système endocrinien à travers, n'est-ce pas, la communication chimique, mais qui est un peu plus lent. Et notre fonction du système endocrinien, c'est la coordination. Alors, on ne va pas tarder, on va commencer avec les organes. Et le premier organe que nous allons commencer, ça sera la glande pituitaire ou encore l'hypophyse. Alors, si vous voulez, vous pouvez voir ici, j'ai pris le cerveau. Voilà le cerveau. Et là, une partie du cerveau, ça c'est l'hémisphère droit du cerveau. Alors, je vais vous montrer, je vais enlever ça. Je vais vous montrer l'hypophyse. Donc, on parle de glande pituitaire ou encore l'hypophyse. Voilà, c'est ce glande-là qui est logé juste en bas de l'hypothalamus. Voilà l'hypothalamus. Juste en bas de l'hypothalamus, vous avez l'hypophyse qui est là. Et l'hypophyse est constituée de deux parties. Vous avez l'antéhypophyse et vous avez la post-hypophyse. L'antéhypophyse, ou encore qui est composée de qu'on appelle l'adénohypophyse, n'est-ce pas? Et la post-hypophyse qui est encore appelée la neurohypophyse. Alors, l'adénohypophyse, qu'est-ce qui va se passer? C'est le lobe antérieur de l'hypophyse qui va sécréter la FSH et la LH. Voilà des hormones qui vont contrôler la sécrétion, n'est-ce pas, des hormones sexuels chez l'homme et la femme. Vous avez aussi la TSH, c'est-à-dire la thyroid-stimulating hormone. La thyroid-stimulating hormone qui va dicter, en quelque sorte, qui va participer, n'est-ce pas, à la production des hormones thyroïdiennes. Et nous avons aussi l'ACTH, qui est l'adénocorticotrope hormone, qui est l'hormone qui va, n'est-ce pas, contrôler la production des minéralocorticoïdes, des glycocorticoïdes et en certaines manières aussi de certaines hormones sexuelles aussi. Alors, et vous allez voir aussi la prolactine et surtout le growth hormone qu'on appelle l'hormone de croissance qui sont tous sécrétés, n'est-ce pas, par l'adénohypophyse, c'est-à-dire l'antéhypophyse. Alors, pour la post-hypophyse vraiment ne sécrète pas d'hormones. Mais la post-hypophyse stocke, c'est comme un magasin. Il stocke les hormones qui sont sécrétées par l'hypothalamus. Et par l'hypothalamus, oui. Et nous avons surtout l'ocytocine, qui est l'hormone qui va participer, n'est-ce pas, à la prolifération, n'est-ce pas, des cellules mammaires et aussi à la production de lactée aussi. Et nous avons aussi l'ADH qui est l'hormone antidiurétique, qui est l'hormone aussi qui va, n'est-ce pas, participer à la rétention d'eau dans le corps. Et lorsqu'on parle de l'hypothalamus, donc on a fini avec la physiologie de l'hypophyse, on va partir avec la physiologie de l'hypothalamus. Qu'est-ce qui va se passer? L'hypothalamus va sécréter des hormones telles qui est là. Vous allez voir l'hypothalamus qui est là, le gros qui est en haut là. L'hypothalamus va sécréter des hormones telles que la GnRH, qui est le
gonado-releasing hormone. Et c'est ce gonado-releasing hormone qui va dicter l'action, n'est-ce pas, de la FSH, le folliculo-stimulating hormone, et de la LH, le luteinizing hormone, qui pour la production des hormones sexuels. Alors nous avons la thyrotropin releasing hormone. C'est le thyrotropin releasing hormone qui va avoir une action, n'est-ce pas, sur la production, qui va agir sur l'hypophyse et qui va demander à l'hypophyse de sécréter de la TSH, qui est le thyrostimulating hormone. Et c'est le TSH là qui va contrôler la production des hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire que c'est cet hormone là qui va agir sur la thyroïde et entraîner la production des hormones thyroïdiennes. Alors, nous avons aussi la prolactine, mais cette fois-ci au niveau de l'hypothalamus, c'est surtout comme on appelle l'hormone, c'est surtout le prolactin inhibiting hormone, c'est-à-dire l'hormone qui va inhiber l'action de la prolactine qui est sécrétée, n'est-ce pas, par l'hypothalamus. Nous avons aussi la somatostatine qui est encore connue comme l'hormone de croissance et qui va participer, n'est-ce pas, à la stimulation du GnRH qui est au niveau du growth hormone au niveau de l'hypophyse aussi. Alors, lorsque on passe tout ça, on va parler singulièrement de certains organes tels que l'épiphyse par exemple. L'épiphyse ou encore la glande pinéale, et vous allez voir ici, si vous voyez ici, vous avez l'hypothalamus, vous avez l'hypophyse ici, l'épiphyse ici, c'est le côté opposé à l'hypophyse sur ce schéma-là. Et lorsque vous voyez l'hypophyse et l'épiphyse se trouvent attachés à la racine, n'est-ce pas, du troisième ventricule. Ça c'est le troisième ventricule ici. Et donc à la racine du troisième ventricule, l'épiphyse est attachée à la racine du troisième ventricule au niveau du cerveau. Alors c'est l'organe, n'est-ce pas, qui va sécréter, qui va prendre de la sérotonine et qui va le transformer en mélatonine. Et la mélatonine, c'est une hormone très très importante parce que c'est l'hormone qui va contrôler le rythme circadien, c'est-à-dire c'est l'hormone qui va nous dire, qui va nous permettre de faire la différence entre le veille et le sommeil et entre les différentes saisons, n'est-ce pas, de l'année. Alors, et ça c'est un rôle très très important, n'est-ce pas, de l'épiphyse qui va sécréter la mélatonine, et on va se rappeler de la mélatonine. Alors, en parlant de tout ça, et surtout comme on parle du système endocrinien, je veux vous parler aussi, n'est-ce pas, du thymus. Et le thymus, je vais vous montrer sur ce chemin-là. Le thymus est juste là. C'est l'organe qui est logé ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la moelle osseuse produit les cellules, les cellules sources, et ces cellules sources-là, surtout les lymphocytes T, ils vont venir au niveau du thymus pour pouvoir être matures. Donc la maturation des lymphocytes T vont se passer au niveau du thymus, et ce qui fait que le thymus est un organe vraiment très très important. Il participe non seulement au système immunitaire, mais aussi au système endocrinien et d'une part aussi au système, il joue un rôle aussi dans le système lymphatique. Mais aujourd'hui, on va seulement se focaliser sur les hormones endocriniens, c'est-à-dire sur les organes qui participent à la fonction endocrinienne. Alors, l'autre organe, ce sera la glande thyroïde. Alors, vous voyez ici la glande thyroïde qui est là, et vous allez voir que ça, c'est la trachée ici. La glande thyroïde est juste en bas. Et qu'est-ce que le rôle de la glande thyroïde? C'est la production, n'est-ce pas, des hormones thyroïdiennes telles que le T3 et le T4. Et leur rôle, c'est surtout, ils vont participer au métabolisme, n'est-ce pas, du corps. C'est-à-dire la consommation de l'oxygène, la transformation de l'oxygène et des calories en énergie et pour la production de la chaleur. Lorsqu'on a froid, notre température du corps serait élevée, donc les hormones thyroïdiennes vont participer à l'élévation de la température du corps pour combattre le froid. Et ainsi de suite, ainsi vice versa, lorsqu'on a chaud aussi, c'est la même chose, ils vont diminuer la production de ces hormones-là. Alors, on va voir que aussi les hormones thyroïdiennes augmentent, n'est-ce pas, la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque. Ça c'est très très important aussi. Voilà des hormones qui augmentent l'appétit,
ils peuvent accélérer le métabolisme, n'est-ce pas, du glucose ou encore de la graisse ou des protéines. Alors, vous allez bien comprendre ça lorsqu'on parle, on arrive au niveau de la pathologie. Vous allez voir les gens qui ont des fast métabolisme ou encore de slow métabolisme en anglais, mais en français on va dire qu'ils ont un métabolisme rapide ou un métabolisme lent. Ça va dépendre beaucoup, n'est-ce pas, des hormones thyroïdiennes, et on va en revenir là-dessus. Alors voilà, les hormones thyroïdiennes, ils jouent un rôle aussi dans l'attention. Alors, donc un manque d'hormones thyroïdiennes peut diminuer notre attention aussi. Par exemple, les élèves qui étudient en classe, et le temps de se focaliser, le temps de se concentrer, cette attention qu'on a besoin, les hormones thyroïdiennes aussi peuvent participer aussi à augmenter cette attention, et les réflexes instantanés aussi. Alors, la thyroïde, la glande thyroïde aussi participe au maintien de l'équilibre sanguin du calcium. Donc, comment elle va faire? Au niveau, vous ne pouvez pas voir ici, mais vous pouvez voir, nous avons des cellules parafolliculaires qui peuvent, si on avait une vue de derrière, vous allez voir sur la glande thyroïde, c'est des petites glandes qui sont là, qu'on appelle des cellules parafolliculaires. Voilà les cellules qui vont participer, n'est-ce pas, à la formation du parathyroïde hormone. Et ces parathyroïde hormone, d'abord les cellules C là qu'on appelle les cellules parafolliculaires ou encore les cellules C, ils vont produire surtout ce qu'on appelle du calcitonine. Et le rôle du calcitonine, c'est de diminuer le taux sanguin de calcium. Alors, et je parlais tantôt de parathyroïde hormone parce que le parathyroïde hormone, à chaque fois que le taux sanguin d'hormone est trop bas, donc le parathyroïde hormone va sécréter ce qu'on appelle le parathyroïde gland va sécréter ce qu'on appelle les parathyroïdes hormones. Et c'est ces parathyroïdes hormones qui vont agir sur les ostéoclastes et vont demander aux ostéoclastes au niveau je parle des os, des ostéoclastes, ils vont leur demander de dérober les os, c'est-à-dire de détruire les os pour envoyer, parce qu'au niveau des os nous avons du calcium phosphoré qui est attaché, n'est-ce pas, au niveau des os. Et il va demander à ces cellules-là d'enlever un peu de calcium phosphoré et de les envoyer dans le sang parce que le sang a besoin de calcium. Ça, c'est le rôle des glandes parathyroïdiennes. Alors, lorsque cela va se passer, lorsque les ostéoclastes des os continuent à envoyer beaucoup de calcium dans le sang, le taux sanguin de calcium sera très élevé. On appelle ça une hypercalcémie. Et cette hypercalcémie sera répondue par la calcitonine. La calcitonine va dire qu'il est arrêté, il est temps, on a eu suffisamment de calcium maintenant, on n'en a plus besoin, arrêtez d'envoyer du calcium dans le sang. Et c'est comme ça que les cellules parafolliculaires, n'est-ce pas, de la thyroïde vont participer, n'est-ce pas, aux balances, à l'équilibre, n'est-ce pas, du calcium sanguin. Alors, l'autre chose, c'est que les glandes surrénales. Ici, vous pouvez voir ici, voilà les reins, les deux reins. Vous allez voir le pancréas ici, voilà le duodénum. Mais ici, vous allez voir les surrénales. Et le rôle des surrénales, c'est que c'est quoi? On avait dit qu'au niveau de l'hypothalamus, nous avons la sécrétion de l'ACTH qui est l'adénocorticotrope hormone. C'est cet adénocorticotrope hormone qui va agir sur les surrénales et qui va autoriser la surrénale à sécréter aussi des hormones. Et pour comprendre la surrénale, il faut diviser en deux parties. Nous avons la médulo-surrénale et nous avons la cortico-surrénale. Le rôle de la médulo-surrénale, c'est surtout, il va surtout participer, n'est-ce pas, au système sympathique, la stimulation du système sympathique, mais aussi il va participer au système endocrinien, n'est-ce pas, par la production, à travers les cellules macrophiles, n'est-ce pas, par la production de l'épinéphrine. Si vous voyez, 85% de l'adrénaline du corps, qui est appelée l'épinéphrine, est sécrétée par la médulo-surrénale. Et nous avons 15% de la non-adrénaline ou encore la norépinéphrine qui est aussi sécrétée, n'est-ce pas, par les cellules, par la médulo-surrénale. Alors le rôle de ces catécholamines, c'est quoi? C'est voilà des trucs ils vont augmenter, par exemple l'épinéphrine va augmenter la glycémie. Et le rôle, c'est-à-dire il va inhiber l'action de l'insuline. Lorsque l'action de l'insuline est inhibée, parce que c'est l'insuline qui est là, qui va demander, n'est-ce pas,
au corps d'envoyer, n'est-ce pas, du sucre, de l'excès de sucre du sang vers les muscles sous forme de glycogène. Maintenant, c'est l'épinéphrine qui va empêcher cette action-là. Donc voilà, et en ce moment, le sang va se charger, n'est-ce pas, de glucose, et on va dire qu'on a une hyperglycémie. Donc, un autre rôle des catécholamines en général, c'est quoi? C'est qu'il augmente la fréquence cardiaque, il augmente la respiration, mais il diminue, n'est-ce pas, le rythme, la digestion. Il diminue la digestion, ralentit, si vous voulez, la digestion et l'appareil urinaire aussi. Donc, et l'autre partie de la surrénale qui est la cortico-surrénale, c'est comme ça que moi je comprends la cortico-surrénale. Alors, le plus vous partez vers la profondeur, le plus c'est doux. Et je m'explique. Nous avons au niveau de la cortico-surrénale, nous avons une zone glomérulaire qui est superficielle, vous avez une zone intermédiaire qui est fasciculaire et nous avons une zone profonde qui est réticulaire. Au niveau de la zone superficielle, c'est la sécrétion du salt, si vous voulez, c'est-à-dire du sel. Au niveau de la zone intermédiaire, c'est la sécrétion du sucre. On sait que le sucre est plus doux que le sel. Et au niveau de la zone réticulaire, c'est le sexe. Et tout le monde sait que le sexe est encore plus doux que les deux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au niveau de la zone glomérulaire, il y aura la production de l'hormone qu'on appelle l'aldostérone. Et l'aldostérone, son rôle, c'est que c'est quoi? L'aldostérone va agir sur les reins et va les demander de réabsorber du sel. Et là, on sait que partout le sel va, c'est l'eau aussi suit toujours les sels. Donc, c'est ce qui fait que la production de l'aldostérone et l'action de l'aldostérone sur les reins va permettre la réabsorption du sodium et la rétention de l'eau, ce qui va augmenter la pression artérielle du corps. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que vous acceptez une molécule de sel, il faut libérer une molécule de potassium. Donc, ça va envoyer encore les potassium, n'est-ce pas, dans les urines. Maintenant, on va parler aussi de la zone, donc ça c'était la zone glomérulaire. Alors, on va aller au niveau de la zone réticulaire, la zone fasciculaire. La zone fasciculaire, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la production des glycocorticoïdes. Et l'action des glycocorticoïdes, voilà des hormones qui vont aider à s'adapter, qui vont nous aider à s'adapter au stress, aussi à réparer les tissus qui sont endommagés. C'est pourquoi on a dit que les glycocorticoïdes, ils ont une action anti-inflammatoire au niveau du corps. Et aussi, voilà des hormones qui vont participer au catabolisme, n'est-ce pas, de la graisse et des protéines. Lorsque le taux sanguin de sucre est bas, par exemple, voilà ces hormones-là qui vont dégrader des aminoacides, des acides aminés, et qui vont le transformer, n'est-ce pas, en nouveau molécule de sucre. On appelle la néoglycogénèse. Alors, là, au niveau de la zone réticulée, et on a plus profond maintenant, il y a la production des hormones sexuelles. Et l'hormone sexuel le plus important là-bas, c'est surtout ce qu'on appelle les androgènes. Et voilà des androgènes qui seront convertis en testostérone un peu plus tard. Et le testostérone, l'hormone estrogène majeur chez la femme, ça sera l'œstradiol, n'est-ce pas? Alors, et après tous ces hormones-là, après tous ces organes-là, on va partir au pancréas. Et au niveau du pancréas, la chose la plus importante, voilà le pancréas ici. On a dit que ça c'est le duodénum. Ici, voilà le pancréas qui est là. Et là, le pancréas, on a la tête du pancréas, la queue du pancréas, le corps du pancréas, tout ça. Alors, le pancréas, le rôle du pancréas, c'est que le pancréas a des cellules qu'on appelle les alpha-cellules du pancréas qui vont sécréter du glucagon. Et le rôle du glucagon, c'est que à chaque fois que le taux sanguin de sucre est bas, c'est le glucagon qui sont là pour pouvoir augmenter le taux sanguin de sucre. Alors, lorsque nous avons aussi des cellules bêta, comment on appelle les cellules bêta des îlots de Langerhans qui vont aussi produire de l'insuline. Et l'action de l'insuline est opposée à l'action du glucagon. Lorsque le taux sanguin de sucre est très très élevé, c'est l'insuline qui va demander au sucre d'aller se loger, n'est-ce pas, au niveau des muscles et sous forme de glucagon. Alors, sous forme de glycogène, je voulais dire. Parce que l'action du glucagon, c'est dégrader ces glycogènes-là lorsque le corps a besoin de sucre. Et l'action de l'insuline, c'est aller les stocker parce que le corps n'en a pas besoin en ce moment. Alors, et les cellules delta, donc on a pas les cellules alpha sécrètent du glucagon, les cellules bêta sécrètent de l'insuline, les cellules delta au niveau du pancréas
vont sécréter ce qu'on appelle la somatostatine. Et c'est la somatostatine qui est l'hormone inhibitrice, si vous voulez, n'est-ce pas, de l'absorption digestive. Et ils vont nous demander d'arrêter d'absorber de l'aliment, de la nourriture. Alors, les cellules F du pancréas aussi jouent un rôle dans la production des peptides pancréatiques. Et voilà des peptides pancréatiques ces peptides-là jouent un rôle, n'est-ce pas, dans la stimulation de la vésicule biliaire. Lorsque on a de la graisse, lorsqu'on mange de l'aliment qui contient de la graisse, c'est la vésicule biliaire à travers l'hormone qui va revenir encore là-dessus, qui va sécréter ce qu'on appelle le CCK, qui est la cholécystokinine, qui va stimuler la vésicule biliaire et libérer de la bile pour pouvoir, n'est-ce pas, digérer la graisse. Alors l'action ici des cellules F du pancréas, c'est inhiber cette fonction aussi, parce que le corps a toujours un contrôle. Il n'y a pas une seule voie, il y a une voie, il y a le sens inverse. Vous partez comme ça, si ça ne marche pas, vous retournez comme ça. Alors, les cellules G du pancréas, comme on disait tout tantôt, voilà les cellules qui vont participer à la production de la gastrine. Et la gastrine, voilà une hormone qui est à l'origine de la sécrétion de l'acidité au niveau de l'estomac. Pour pouvoir digérer, on a besoin de l'acide au niveau de l'estomac. Ce qui fait que le contenu de l'estomac est acide, c'est parce que la gastrine qui va agir sur certaines cellules qui vont produire, n'est-ce pas, de l'acide chlorhydrique. Alors, ainsi, la gastrine va participer aussi à la motilité, n'est-ce pas, et au vidage de l'estomac. Nous avons les petites cellules, il n'y a pas que seulement les pancréas qui sécrètent la gastrine, les petites cellules, les petits intestins aussi le sécrètent, et puis, comment on appelle, l'estomac aussi sécrète un peu de gastrine en plus du pancréas. Alors, on va parler maintenant des gonades. Alors, tout comme les pancréas, l'ovaire et les testicules ont deux fonctions. Ils ont une fonction exocrine, ils ont aussi une fonction endocrine. Alors, l'ovaire, vous allez voir ici. Je vais vous montrer. Voilà l'ovaire chez la femme, ici, qui est logé juste là. Voilà, ça c'est la trompe, et ça c'est l'utérus. Vous allez voir, vous avez un petit bébé ici à l'intérieur, mais on va revenir lorsqu'on va parler des organes génitaux. Mais ici, vous allez voir l'ovaire. C'est le rôle de l'ovaire. L'ovaire a deux fonctions. L'ovaire a une fonction exocrine. L'ovaire aussi a une fonction endocrine. Et la fonction exocrine, c'est la production de l'œuf. Et la fonction endocrine, c'est la production des oestrogènes et de la progestérone. Alors, lorsque vous voyez chez l'homme aussi les testicules aussi ont des fonctions. La production du sperme en tant que fonction exocrine, mais aussi la production de sperme en tant que fonction exocrine, mais aussi la production, n'est-ce pas, de l'inhibine et de la testostérone. Alors, lorsque vous partez au niveau des cellules du tube séminifère des testicules, ces cellules-là qui vont sécréter des hormones. Nous allons voir, par exemple, les cellules de Leydig vont sécréter de la testostérone qui nous donne la voix de l'homme, qui va nous donner aussi les barbes, les caractères sexuels secondaires chez l'homme, et qui va donner cette masculinité, si vous voulez, à l'homme. Mais vous avez aussi l'inhibine qui est sécrétée par les cellules de Sertoli, et leur action, c'est de freiner, n'est-ce pas, l'action de la FSH. Et parce que c'est la FSH qui va autoriser tous ces hormones, la production de tous ces hormones, et l'action de l'inhibine, c'est de demander d'arrêter parce qu'on en a suffisamment. Alors, et ça c'est au niveau des cellules, ça c'est au niveau des testicules, donc on en a parlé au niveau de l'ovaire, on a parlé au niveau des testicules. Maintenant, le prochain truc, c'est que nous allons parler des autres organes qui participent à la fonction endocrine, même s'ils ne sont pas très bien connus. Par exemple, la peau. Et en parlant de la peau, on avait dit que lors de la synthèse de la vitamine D, la peau prend des stéroïdes qui sont au niveau de la peau. Sous l'action des rayons solaires, ils vont le transformer en cholécalciférol. Et c'est ce cholécalciférol qui va partir au niveau du foie et qui sera transformé en cholécalcidiol. Et ce cholécalcidiol est envoyé au niveau des reins qui se transforme en cholécalcitriol, qui est la forme active de la vitamine D. Mais le foie ne fait pas que ça. Le foie aussi produit ce qu'on appelle l'angiotensinogène. Et l'angiotensinogène, après être produit au niveau du foie, sera envoyé au niveau des reins. Et les reins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sécréter une autre hormone qu'on appelle la rénine. Et c'est la rénine qui va convertir l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et c'est cette angiotensine 1
le rein vont l'envoyer au niveau des poumons. Et qu'est-ce que les poumons aussi vont faire? Les poumons aussi vont sécréter ce qu'on appelle les S, les enzymes de conversion. Et ce sont ces enzymes de conversion qui vont convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et le rôle de l'angiotensine D, c'est la vasoconstriction, c'est-à-dire la réduction du calibre des vaisseaux sanguins. Et ce qui va encore aider aussi, n'est-ce pas, la régulation de la tension artérielle. Alors, vous avez vu un peu comment les reins participent. Et au niveau aussi du cœur, nous avons le cœur aussi participe, n'est-ce pas, à la régulation de la tension artérielle. Mais cette fois-ci, au niveau des oreillettes, il y a ce qu'on appelle les ANP, c'est-à-dire les Atrial Natriuretic Peptide. Donc, c'est les oreillettes qui vont sécréter des ANP, et c'est ces ANP là qui vont permettre, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, la tension artérielle. Et les ventricules aussi vont sécréter une autre hormone qu'on appelle le BNP, qui est le Brain Natriuretic Hormone. On appelle le Brain Natriuretic Hormone, ça ne veut pas dire que ça ne vient que du cerveau, mais l'hormone a été découvert pour la première fois au niveau du cerveau. Maintenant, on a vu que aussi les ventricules aussi, n'est-ce pas, du cœur produisent aussi. Et le BNP et les ANP, leur action, c'est la réduction, n'est-ce pas, de la tension artérielle. L'estomac, on avait dit tantôt que l'estomac et les petits intestins participent aussi, n'est-ce pas? Mais eux, ils participent différemment. Il y a, au niveau de l'estomac et les petits intestins, on a ce qu'on appelle les entéro-endocrines cellules. Les cellules entéro-endocriniennes, ils sécrètent des hormones entériques. Et ces hormones entériques, il y a plus de 10, mais on va seulement se focaliser sur les plus connus. Et nous avons le CCK que je disais tantôt, qui est la cholécystokinine. Et la cholécystokinine, on a dit que son action c'est quoi? C'est stimuler la vésicule biliaire pour que la vésicule biliaire puisse libérer de la bile pour pouvoir digérer de la graisse dans notre régime alimentaire. Alors, nous avons dit aussi que l'estomac sécrète aussi de la gastrine, et la gastrine qui fait la promotion de la sécrétion de l'acide chlorhydrique aussi. Et nous avons l'estomac sécrète aussi de la ghrelin qui est produit par l'estomac et qui nous renseigne sur la sensation de faim. Nous avons des peptides aussi qui sont sécrétés au niveau des gros intestins qui nous donnent l'opposite, c'est-à-dire qui nous donnent des renseignements sur la satiété. Alors, lorsqu'on parle au niveau des tissus adipeux, nous avons la sécrétion de la leptine. Et la leptine, qu'est-ce qu'ils font? La leptine joue un rôle, n'est-ce pas, sur le centre de l'appétit. C'est-à-dire il agit sur le centre de l'appétit qui est au niveau de l'hypothalamus, qui va nous demander de terminer l'alimentation. Lorsqu'on est en train de manger, à partir du moment où on se rend compte qu'on a trop mangé, c'est la leptine qui va nous renseigner, nous dire d'arrêter de manger. Au niveau des tissus osseux aussi, nous avons des hormones. Et on avait dit tantôt que les ostéoclastes produisent ce qu'on appelle du ostéocalcin. Et le rôle de l'ostéocalcin, c'est non seulement la prolifération des bêta-cellules du pancréas, mais aussi ils augmentent aussi la sensitivité ou encore la sensibilité, n'est-ce pas, des récepteurs à l'insuline. C'est-à-dire cette hormone va nous permettre de ne pas attraper le diabète du type D, et il va nous permettre aussi de ne pas être obèse parce qu'il va augmenter la sensibilité des récepteurs du corps à l'insuline. Nous avons au niveau des placentas aussi, les placentas sécrètent aussi ce qu'on appelle l'œstrogène ou encore la progestérone. Alors voilà ce que nous avions à parler par rapport à la fonction, à la physiologie, n'est-ce pas, des organes endocriniens, du système endocrinien. Et nous allons parler dans les prochaines vidéos, n'est-ce pas, de la pathologie en cas de dysfonctionnement de tous ces organes-là. Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup.